Bien, merci à tout le monde d'être là ce matin, ce vendredi matin, pour le quatrième webinaire de la commission Smart sur les travaux reliés à l'intelligence artificielle. Donc, on va procéder par une petite présentation de Bertrand Blaise, qui est le président de la commission Smart au sein d'Infranum, puis d'une présentation des travaux du groupe de travail dédié à l'IA au sein d'Infranum par Quentin Barène et Anaïs Gandhi. Puis on aura un retour d'expérience de Michael Febrère de la ville de Nîmes et de Nîmes Métropole sur le projet d'IA implémenté dans cette collectivité. Donc, je vais passer le bâton de parole à Bertrand et il y en aura bien sûr un temps de questions-réponses à la fin d'une quinzaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser ces questions afin que je puisse les relayer aux intervenants, que ce soit Quentin ou Annalise ou que ce soit Michael, bien sûr. Et je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et le replay sera ensuite rendu public sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez le diffuser ou le revoir. Bertrand, je te laisse la parole. Merci Astrid. Donc c'est le bâton de parole. Ok, je l'attrape alors pour démarrer. Bonjour à tous. L'objectif quand même, et on est très content de ces webinaires qui, euh, qui, euh, qui illustrent l'aboutissement des travaux du dynamisme de la commission, des différents contributeurs de la commission. Donc pour situer, donc j'ai la chance de présider la commission avec Audrey Morel qui nous entend et qui est connectée aussi depuis maintenant quelques années. L'objectif en fait de cette commission, c'est de pouvoir travailler sur les thématiques et faire émerger des, euh, une maturité sur les projets de territoire connecté et durable, tout en croisant cela avec une réalité terrain autour des collectivités, des territoires, que quelque part la demande et les enjeux des territoires puissent être alignés avec la proposition de valeur que peuvent faire les différents industriels. Donc sur cette commission, nous, on a la chance de pouvoir contribuer aussi à travers le comité stratégique de filière infrastructure numérique, qui œuvre avec les associations de collectivités pour finir et reboucler l'ensemble de la boucle, pour pouvoir justement, on va dire, faire émerger une filière un peu championne déjà française et pourquoi pas demain européenne, euh, rêvons mondiale sur ces territoires connectés et durables. Donc, au niveau des travaux de la commission, comment ça fonctionne? Donc, on a différentes thématiques. Ça fait chaque année, on a des différents groupes de travail qui sont lancés et des ateliers au fur et à mesure. Pour ceux qui ont déjà été connectés depuis quelques temps, vous avez eu la chance d'avoir certaines restitutions. Et donc, les travaux de cette année sur 2023 sont les chantiers suivants. Donc, la partie interopérabilité qu'on a déjà eu en webinaire, la partie technologie radio IoT avec un survey assez large de tout ce qui peut être fait, la partie sobriété. Et puis aujourd'hui, on arrive sur le sujet d'actualité qui nous passionne tous. Voilà, alors, je dis pas que les autres sont pas passionnants, juste que le côté IA, c'est un côté un peu sympathique, encore plus, et avec une restitution des deux porteurs du GT qui nous font cette présentation-là. Donc, donc c'est Quentin et Anaïs qui vont nous présenter ce GT intelligence artificielle et restera pour la fin d'année. Donc, n'hésitez pas à suivre les invitations d'Infranum sur cette thématique-là, les sujets de cyber et une thématique qui nous tient aussi beaucoup à cœur, c'est comment se lancer donc, avec le modèle économique et contractuel pour qu'on puisse avoir quelque chose qui est assez efficace pour la personne publique et sécurisant aussi pour se lancer dans ces projets. Voilà. Donc voilà un peu pour les différents ateliers, les différentes thématiques. Je vais m'en arrêter là parce que l'objectif c'est quand même d'écouter ce sujet qui est passionnant autour de l'IA dans les territoires connectés et durables. Donc je laisse la parole maintenant à Quentin et Annelise pour illustrer les différents travaux qui ont été faits lors des différents groupes de travail. Merci Bertrand. Très bien. Du coup, Quentin, je te laisse la main pour présenter. Donc, ce sont les résultats de ce groupe de travail et on a aussi réalisé une fiche synthèse dans laquelle vous retrouverez tous ces éléments qui sera publié dans notre site, sur notre site après le webinaire. Bonjour à tous, je suis Quentin Marenne, je suis très content d'être là ce matin pour vous présenter le résultat des travaux qu'on a menés sur le sujet de l'intelligence artificielle dans les territoires. En introduction,
Ce travail qu'on va vous présenter ce matin, c'est le fruit des réflexions de différents types d'acteurs qui sont concernés par les sujets d'IA dans les territoires. Donc, c'est le travail de tout un groupe qui a réuni des éditeurs de logiciels, des industriels, des intégrateurs, des bureaux d'études, avec l'objectif d'avoir une vision globale autour de cette question et autour de ce sujet qui est de plus en plus prégnant pour les collectivités, et en gardant en objectif l'idée de faire une fiche et une restitution qui est orientée autour de la pédagogie et de la compréhension de tous de ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que c'est en comprenant ce qu'est cette technologie que chacun pourra mieux comprendre comment il peut s'appuyer dessus pour mieux piloter sa collectivité au service de l'efficacité de l'action publique. Donc ça a été notre fil rouge dans la rédaction et dans les travaux qu'on a menés autour de l'intelligence artificielle. La première question qu'on s'est posée et à laquelle je vais essayer de répondre, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Et définir l'IA, c'est une tâche assez ardue. Donc pour commencer, je vais vous dire comment le Parlement européen a défini l'intelligence artificielle, parce qu'il faut toujours se raccrocher à des sujets ou à des institutions qui ont essayé de définir ça. Et le Parlement européen, il définit ça comme des programmes qui visent à reproduire des comportements humains. Ces comportements humains qui peuvent être du raisonnement, de la planification, de la création. Et dans sa définition, le Parlement européen, il précise bien que cette ambition de reproduire des comportements humains, elle se fait dans un but précis. Pourquoi je vous indique ça? Parce qu'il faut bien être conscient que l'intelligence artificielle, ça peut être très puissant, ça peut être une aide très grande, mais ce n'est pas encore l'intelligence humaine. Donc, il y a des programmes qui existent et qui peuvent être très performants, mais qui savent faire qu'une seule chose, éventuellement deux choses. Et ils sont très bons pour ça, ils sont très spécialisés. On n'est pas encore au stade d'un cerveau humain qui sait faire une multitude de choses. Donc, quand on va se lancer dans un projet d'intelligence artificielle, il faut savoir quel est le but, et on va choisir généralement un outil pour réaliser un objectif. Maintenant, si on essaie de décortiquer un peu ce que nous, on a pu compléter avec cette définition, vous l'avez compris, l'IA, c'est avant tout des programmes informatiques. Ces programmes informatiques, ils sont codés par des humains. Tout n'est pas automatique dans l'intelligence artificielle. Derrière l'IA, il y a des développeurs informatiques qui se cachent, qui créent des lignes de code et qui entraînent des programmes à trouver de manière autonome des logiques dans des données existantes, des logiques dans des données temporelles, dans des consommations d'énergie, dans des consommations d'eau, dans des conditions météorologiques, dans des flux de mobilité. Donc la logique entre les programmes informatiques historiques et les programmes informatiques qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, je dirais que c'est que historiquement, les programmes informatiques, c'était des supercalculateurs. Il y avait des développeurs qui codaient des lignes et qui disaient si jamais telle condition est remplie et que telle condition est remplie et aussi que telle condition est remplie, alors le programme doit faire ceci. Cette logique, elle a été un peu battue en brèche par les dynamiques de l'intelligence artificielle, où cette fois-ci, le développeur informatique, il va plus lister toutes les conditions nécessaires pour que le programme réalise une action. Il va plutôt donner un grand jeu de données d'apprentissage à un programme et il va lui demander de trouver lui-même les logiques qui peuvent exister entre des causes et des conséquences pour que quand les causes se reproduisent dans un quotidien d'une collectivité, le programme puisse lui-même anticiper les conséquences. Donc on est passé d'une logique d'un super calculateur à une logique d'un super apprenant qui trouve lui-même les modalités d'analyse et de résolution. L'atout de ça, c'est que comme on n'est plus limité par le cerveau humain qui doit lui-même trouver les corrélations entre des causes et des conséquences, on peut analyser des très grandes quantités de données et trouver des relations qu'on n'aurait pas forcément pu trouver avec notre cerveau humain. Sur ce sujet qui émerge de plus en plus et dont je pense que vous entendez de plus en plus parler, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi il y a 10 ans on n'en parlait pas tant que ça et aujourd'hui on en parle beaucoup plus.
Et a priori, il y a 4 grands facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Le premier, c'est des capacités de calcul accrues et aussi la baisse des serveurs informatiques associés. Parce qu'aujourd'hui, l'amélioration de l'informatique met aujourd'hui à la portée financière de quasi tout le monde l'utilisation de programmes informatiques un peu poussés. La deuxième chose, c'est que les collectivités collectent de plus en plus de données et donc potentiellement, il y a de plus en plus d'informations disponibles pour entraîner des solutions d'intelligence artificielle qui sont performantes. Il y a aussi de plus en plus de quantité de données à analyser sur un sujet que je connais bien, les flux vidéo. Il y a de plus en plus de caméras et on a envie de s'appuyer sur des nouveaux types de programmes pour réussir à extraire de la donnée qualifiée et nécessaire de ces caméras. Le troisième sujet et le troisième facteur d'émergence, c'est les avancées de l'informatique et de l'algorithmique qui permettent aujourd'hui d'atteindre des niveaux de précision qui sont très élevés et qui rendent ces solutions d'intelligence artificielle utiles et efficaces pour les collectivités. Et le quatrième facteur de développement, c'est c'est la rencontre entre une maturité technologique et des besoins dans les collectivités. Eh bien, Quentin, je vais te demander de faire cette slide en 1 minute, si possible. Alors, Vu en le une temps. minute, je vais ouvrir le capot d'un programme d'intelligence artificielle. Et quand on ouvre le capot, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a vraiment 2 phases dans la vie d'un programme d'intelligence artificielle. Il y a une phase de conception que du côté des collectivités, vous ne verrez pas forcément. Ça, c'est les industriels, les éditeurs qui vont concevoir un programme sur la base des capacités de développeurs informatiques, qui vont écrire des lignes de code et qui vont expliquer au programme comment est-ce qu'il peut prendre des données d'entraînement pour les analyser, en déduire de façon autonome les logiques qui existent entre ces données pour anticiper une conséquence. Ça, c'est le travail de l'industriel ou du développeur. Ensuite, cet industriel, il va s'appuyer sur des données d'entraînement qu'il va faire passer dans son programme et le programme va se calibrer pour être capable, en production, quand il ira dans une collectivité, de prendre des données inédites qu'il n'a jamais vues, de les analyser et d'anticiper une conséquence. Donc ça, c'est la phase 1, c'est ce que fait l'industriel. La phase 2, c'est le programme qui est prêt à l'emploi et qui va être déployé dans la collectivité. Et dans ce cas-là, comme je le disais, ce programme récupère les données de la collectivité qu'il n'a jamais vues, il les analyse et il va anticiper des conséquences, prédire des choses, créer des choses, raisonner sur la base des données propres de la collectivité. Éventuellement, et on pourra l'évoquer dans le cadre des questions si vous le souhaitez, il peut y avoir des processus de personnalisation de l'outil, de réentraînement de l'outil ou de spécification de l'outil sur la base des données de la collectivité. Mais ça, ce n'est pas vrai dans tous les cas et ce n'est pas nécessaire dans tous les cas. Merci beaucoup, Quentin. Anaïs, peut-être que tu peux illustrer un peu ces utilisations de façon plus concrète. Ton micro est encore éteint. Voilà. Avec le micro, c'est mieux. Bonjour à tous. Donc Anaïs Gandhi, responsable de projet chez Ineo. Donc nous, on est une société du groupe Equance et intégrateur de solutions. Donc Quentin a pu définir ce que c'était que l'IA et comment ça fonctionne. Il a ouvert le capot tout à l'heure. Donc nous, on va aborder plutôt comment s'en servir dans le cadre de projets de territoire connecté et durable. Donc au sein de ce groupe de travail, on a pu faire finalement émerger 4 fonctionnements, 4 principes un peu majeurs. Le premier, ça va être d'analyser, donc je vais essayer d'être un petit peu rapide, mais de donner à chaque fois un exemple pour illustrer un petit peu tout ça. Donc analyser, c'est par exemple quand on dispose d'une quantité importante d'informations, on va pouvoir peut-être appliquer un algorithme d'IA pour pouvoir justement interpréter, mettre en corrélation des données de sources différentes. Par exemple, si on regarde le sujet, par exemple, de la sécurité routière, l'analyse associée à de l'intelligence artificielle, va permettre de corréler l'information de freinage d'urgence et d'autres types de remontées d'informations de boîtiers télématiques équipant des véhicules pour pouvoir finalement cartographier des zones dangereuses, que ce soit pour les piétons, les vélos, les véhicules.
voilà, j'essaye d'aller un petit peu vite parce que je sais qu'on est un petit peu en retard. Donc, on répondra à vos questions si jamais on ne s'est pas tardé suffisamment sur certains sujets. Le deuxième, donc, ça va être de prédire. Par exemple, anticiper, donc le prédire, c'est anticiper des événements, c'est de pouvoir remonter, par exemple, l'information de niveau d'eau, d'anticiper des crues, de corréler les informations, encore une fois, avec peut-être les remontées de météo, et de pouvoir, derrière, mettre en place, lancer un plan communal de sauvegarde, par exemple, grâce à cette application de l'IA. Si on parle maintenant de la détection, l'être humain ne peut pas être de partout et on ne peut pas forcément s'apercevoir tout de suite de certaines choses. Donc, ça peut être. Donc, l'IA va permettre de détecter automatiquement des situations et finalement de remonter des informations utiles à l'être humain qui auraient été peut-être détectées très tardivement. C'est le cas, par exemple, de détection de feux de forêt. Plus tôt on détecte le feu de forêt et on peut aussi, grâce à l'IA et à des calculs, pouvoir le localiser précisément sur la cartographie en prenant en compte, par exemple, les reliefs de la zone. Plus vite l'information est remontée, plus vite on pourra agir. Donc ça, c'est un cas pour la partie détection incendie, mais on peut aussi aborder le sujet sous l'angle détection de fuite d'eau. Une fuite d'eau, elle peut passer inaperçue pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, on s'en aperçoit, elle va être trop tard. Enfin, on aura déjà des consommations d'eau importantes qui auraient été perdues. Donc voilà, c'est vraiment des applications sur lesquelles l'IA peut être un outil de qualité et apporter une réponse. Enfin, donc on a parlé d'analyse, de prédiction et de détection. L'idée, c'est qu'aussi l'IA puisse proposer des solutions alternatives ou d'optimiser, par exemple, des organisations qui, avant, se calquaient uniquement sur de l'expérience, comme par exemple le cas des tournées de ramassage des ordures, par exemple avec des capteurs au niveau des corbeilles, on va pouvoir réajuster de manière intelligente les tournées de ramassage de celles-ci. Parfait. Merci Anaïs. Du coup, en quelques mots, qu'est-ce que tu recommanderais dans la mise en œuvre de cette idée? En quelques mots, donc c'est encore une fois le fruit du groupe de travail que l'on a mené sur cette thématique. L'IA, c'est d'actualité, ça apporte des réponses et des solutions à énormément de sujets, mais il faut le traiter dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que déjà, Quentin l'a dit, partir du besoin, c'est clair, c'est vraiment trouver quelle solution à quel besoin et pas vouloir forcément déployer de l'IA pour déployer de l'IA. C'est de pouvoir, quand on a décelé donc, une solution, par exemple à base d'IA pour répondre à un besoin, c'est de pouvoir l'évaluer de façon quantitative ou qualitative. Notamment, souvent, généralement, en tout cas, nous, en tant qu'intégrateur, on propose des POC pour permettre justement d'évaluer si cette solution répond bien aux besoins identifiés. Et donc, en évaluation, ça peut être du taux de disponibilité, donc pour l'évaluation quantitative, et pour l'évaluation qualitative, ça peut être un retour sur investissement ou un niveau de satisfaction des utilisateurs. Au niveau de la compréhension de l'outil, c'est très très important d'accompagner, de former donc, les agents qui vont l'utiliser et surtout de mener une campagne un petit peu de communication et d'accompagnement sur justement quel est cet outil, pour quelle finalité et quel service ça va pouvoir apporter pour pouvoir aussi faire adhérer les citoyens et éviter toute incompréhension. Au niveau de la gestion des données, donc c'est un petit peu lié donc, avec le point précédent sur la finalité. On va bien sûr veiller à ce que la solution respecte complètement donc tout ce qui est RGPD. Donc une finalité bien définie, une base légale. Enfin, j'aurais pas le temps de définir tout ce qui est le On ne RGPD. t'entend plus, Anaïs. Ah mince, problème de réseau. Parce que le micro est bien. Moi, j'entends bien. Ah, Ah. ce n'est que moi, là. D'accord.
Donc, je poursuis sur donc, la gestion des données. Donc, dès la phase conception de la solution, il faut avoir en tête qu'elle soit compatible RGPD, enfin, en tout cas, qu'elle réponde à toutes les directives de la RGPD, qu'elle soit sécurisée, donc cyber aussi by design, donc prise en compte de tout ce qui est cybersécurité, et bien sûr qu'on attende une fiabilité de la donnée traitée. En matière de gouvernance, faut savoir s'entourer des bons partenaires, respecter encore une fois le cadre législatif en vigueur. Et puis en ce moment, on le voit, le cadre légal évolue, notamment avec les JO qui ont lieu cette année. Et il y a un vrai enjeu de maîtrise aussi si on parle de gouvernance et de gouvernance, pardon. Et enfin, donc toujours dans un esprit de sobriété et enfin, c'est d'actualité également, on va privilégier les solutions qui, dès la phase de conception de leur algorithme, font en sorte de solliciter le moins possible et de nécessiter le moins possible de serveurs, de machines, ce qui a un impact sur le nombre de serveurs, donc l'aspect investissement également, et sur l'aspect fonctionnement. Merci beaucoup, Anaïs. Voilà, je suis désolée, j'étais très rapide. Il n'y a pas de souci. Je pense que tout ça se retrouvera de toute façon dans la fiche synthèse en plus de détails. N'hésitez pas à nous contacter ou à poser des questions tout à l'heure. Pour l'instant, on va passer le bâton de parole justement à Nîmes pour faire un petit retour d'expérience. D'abord en introduisant peut-être rapidement le contexte de votre cas d'usage, mais peut-être en priorité illustrer de façon pratique à quoi peut servir l'IA, et ensuite on approfondira un petit peu à partir des questions soulevées dans le GT. Ok, très bien. Bonjour, donc je suis Mickaël Febrer, chef de projet au sein de la direction numérique de Nîmes Métropole. On est une direction numérique mutualisée. On travaille aussi bien pour la ville de Nîmes, qui est la ville-centre, que toute l'agglomération, toutes les communes membres. Donc la démarche de territoire intelligent et durable, elle est double. Elle est portée par la ville de Nîmes d'un côté et par la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole de l'autre. Mais aujourd'hui, les deux projets, forcément, avec une direction numérique mutualisée, ils connaissent des ponts entre les projets, donc c'est quand même très intéressant. La démarche chez nous de territoire intelligent, elle s'est amorcée en 2019 avec la création d'ateliers pour évaluer déjà toutes les démarches présentes au sein de nos collectivités qui étaient déjà dans une démarche SMART. Donc ça peut être l'évaluation d'outils, de projets, d'organisation qui étaient déjà existantes, et ça nous a permis de faire une cartographie de la maturité de nos différentes démarches, outils et projets. De là, on s'en sortit des axes d'amélioration et d'évolution. Donc, différents axes organisationnels autour de la donnée, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre. On a tous compris l'importance des données existantes et les nouvelles données qu'on pouvait intégrer à nos collectivités. Et rapidement, on a eu une volonté très forte d'utiliser tous les investissements lourds qui ont été faits sur la vidéoprotection sur la ville de Nîmes et Nîmes Métropole pour s'en servir pour autre chose que de la sûreté publique. Et donc, on a démarré nos travaux en 2020 sur ces sujets. Donc, on a démarré on a d'abord cherché à mesurer un peu les capacités de nos algorithmes ça, on en parlera plus tard. Mais d'abord, d'avoir une vision de ce qui pouvait être fait techniquement pour répondre à nos cas d'usage. Les deux principales thématiques pour nos collectivités, c'était déjà le comptage piéton. Il y avait une volonté de la direction du commerce de la ville de Nîmes de connaître la fréquentation des rues pour le commerce, pour aider les commerçants à connaître les horaires de fréquentation, évaluer aussi l'impact de manifestations de manifestations sur le centre de la ville. Et la deuxième thématique, c'est tout ce qui est voirie et circulation. Donc, on est sur du comptage routier, l'évaluation des flux, que ce soit sur la ville de Nîmes ou même dans les communes autour. Voilà, pour connaître la nature des déplacements, les horaires. Et voilà.
on se sert également on avait la volonté aussi avec ces outils de pouvoir analyser sur des temps bien spécifiques, soit des fréquentations autour de certains axes, soit autour de carrefours pour améliorer les programmations des feux ou pourquoi pas la création de nouveaux feux. Voilà. Donc là, sur cette slide, effectivement, là, on a, on a utilisé nos outils d'analyse pour, euh, pour voir un peu l'impact de la révision de notre plan de circulation autour du Palais des Congrès de la ville de Nîmes, qui nécessite la piétonisation de certaines rues et la mise en place de sens interdits. Et donc, on a pu évaluer que c'était compliqué de changer les habitudes de nos citoyens. Et du coup, ça nous a permis déjà de mettre des chiffres en face et puis du coup d'adapter des campagnes de communication, d'adapter la présence sur site pour aider à la circulation du quartier. Merci beaucoup, Michael. Vous en parliez un peu tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut rentrer un peu en détail sur comment justement vous avez assuré par rapport aux recommandations formulées l'adéquation de l'outil à la fois en amont, avec l'aide des recherches en amont, et en aval, quel est le retour usagé que vous avez eu des directions concernées? Donc, on avait une petite expérience dans la mesure de la fréquentation du centre-ville. Il y avait eu une démarche menée par la direction du commerce avec l'acquisition de boîtiers de comptage. Par contre, ils n'étaient pas du tout satisfaits du fait de la qualité des comptages. Donc, ils n'étaient pas cohérents. La dégradation du matériel et l'accès aux données. Du coup, on a ciblé ce cas d'usage en priorité. Euh, dans notre, dans notre démarche, on a d'abord évalué on a travaillé avec le CRIGEN, le centre de recherche, pour voir un peu la capacité qu'avaient les algorithmes euh, à, à détecter, à compter de manière plus précise. Sachant que sur le marché, hein, en 2020, il n'y avait pas réellement de solution mature. On a, on a vu que c'était possible grâce à ces travaux, notamment dans un environnement urbain. On sait que on n'est pas dans le métro avec un éclairage constant. On a le soleil qui se lève, qui est parfois de face, de dos, le soleil qui se couche. La nuit, on a un éclairage qui est différent avec des flux vidéo qui doublent. Donc, on savait toutes ces contraintes et ça nous a permis de voir que les algorithmes étaient capables de prendre ça en compte. Donc, on a réussi à valider ça. L'année suivante, avec un outil open source qui s'appelle YOLO, on a fait du comptage et puis ça nous a permis de valider en fait toute la chaîne de valeur sur notre SI et puis adapter aussi notre SI qui découvrait un peu ces nouvelles données asynchrones qui pouvaient être produites. Alors là, on parle d'analyse d'image, mais ça peut être aussi par d'autres types de capteurs. Et une fois qu'on était suffisamment mature, en 2022, on a, on a mené des travaux avec Wintix pour installer la solution CityVision et puis lever les derniers freins les dernières contraintes qui pouvaient être présentes avec des caméras comme les nôtres de voie publique. La principale contrainte, c'est qu'on utilise des caméras pilotables et que aujourd'hui les algorithmes, si on se met à piloter la caméra, les différents masques qui nous servent au comptage, ils ne veulent plus rien dire et du coup les comptages sont complètement erronés. Donc il y a eu des travaux dans ce sens pour pouvoir mettre en pause automatiquement le comptage en cas de pilotage. Voilà, ce genre de petits peaufinages. Et voilà. Et donc désormais, c'est en service. Je sais pas si ça Merci. répond à ta question, Astrid. Ça répond très bien à ma question, je Bon. pense. Et, et par rapport au retour justement usagé des directions concernées, c'est un retour qui est positif aujourd'hui, qui est bien intégré. Complètement. Alors déjà, sur plusieurs points, déjà sur la qualité des comptages, on a pris le temps on a pris le temps de les évaluer. On a aussi sur la restitution des données nos données, elles sont accessibles pour les directions qui nous sollicitent. Et puis, il y a une telle satisfaction. Et puis, comme il y a une grosse présence de caméras aussi, on a des nouvelles commandes sur du comptage, notamment quand on a connu la hausse éclair du prix de l'énergie.
On a une mission sur les halles de Nîmes qui sont fermées l'après-midi, mais qui restent traversantes sur l'évaluation justement de la fréquentation l'après-midi, de savoir si c'était pertinent de les laisser accessibles aux piétons. Donc voilà, c'est ce genre de missions qui permettent de nous adapter. C'est assez agréable. Merci, c'est très éclairant. J'ai encore quelques questions, mais surtout, n'hésitez pas dans la salle à poser vos questions aussi dans l'onglet Q&A pour qu'on puisse y répondre justement dans le temps alloué. Ma deuxième question, c'est vraiment, ça revient un peu sur les deux choses présentées par Quentin et Anaïs sur le fonctionnement de l'IA et la question de la gouvernance et du cadre légal RGPD. Je me demandais justement comment vous gérez les données de l'outil et comment vous faites la différence entre les données qui sont utilisées côté collectivité et les données qui sont utilisées côté industriel ou partenaire industriel. Mm. Le schéma de Quentin tout à l'heure est très clair. C'est-à-dire que l'industriel, lui, il entraîne l'algorithme. Par contre, il n'a pas accès aux images de nos caméras. Et, et la solution qui est installée chez nous, donc c'est une solution on-premise. Et c'est important parce que et les flux vidéo et les données produites, elles restent internes à notre système d'information. Et là-dessus, on est, on n'est pas en cloud, on n'est pas sur des données qui pourraient être accessibles par des tiers. Et, et voilà. Très clair. Et peut-être ma dernière question qui est un peu reliée à ce point-là, c'est dans les recommandations formulées par le groupe de travail, justement. Comment vous avez répondu aux enjeux juridiques? Est-ce que vous avez fait des démarches en particulier par rapport à RGPD, par rapport à la CNIL, par exemple? Alors ça, oui, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, dans notre première approche a été de dire qu'on ne générait pas de données à caractère personnel, on générait des 1 et des 0, mais bon, on s'appuie quand même sur des flux vidéo et voilà. Alors, il y a une petite particularité, c'est que les flux vidéo, on dépend du code de la sécurité intérieure, il fallait le prendre en compte aussi. Et donc, du coup, on a rédigé une analyse d'impact et pour décrire tout le processus en fait qui est mis en place et, et également dans notre organisation interne aujourd'hui les services demandeurs d'analyse ils se connectent pas aux caméras donc ils s'adressent au service au centre de surveillance qui lui est habilité à accéder aux caméras à la visualisation des images et c'est lui qui réalise le paramétrage sur l'outil pour générer le comptage la direction demandeuse, elle reçoit en retour des données graphiques, tableaux avec uniquement des données numériques, quoi. Voilà. Du coup, on s'est protégé d'un côté en s'appuyant uniquement sur des gens qui étaient habilités à accéder aux caméras, et de l'autre côté, avec une analyse d'impact pour bien décrire tout le processus et lever toute ambiguïté. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là niveau questions pour laisser peut-être la parole justement aux personnes qui participent aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat ou l'onglet Q&A pour poser des questions, justement. Alors, il y a une question de Bertrand qui peut peut-être la poser. Ah, je vois d'abord une question peut-être de la Vika, de Luc Diriano. C'est très intéressant d'avoir d'autres usages sous la vidéosurveillance, mais quel est le coût par rapport à des capteurs de comptage plus basiques? Et pourquoi les données de comptage de flux seraient moins disponibles avec des solutions plus simples? Michael. Oui, je lis la question, oui, effectivement. Donc, Parfait. on avait alors les coûts. Ben, nos capteurs piétons qui étaient installés dans les rues, ben, déjà il y avait un coût d'acquisition qui n'était pas négligeable. Il y avait de la dégradation, donc le remplacement qui faisait que déjà la facture était s'envoler. Et puis surtout, les capteurs étaient disponibles que sur un axe, alors que sur l'agglo, alors je ne sais pas si je l'ai dit, sur l'agglo de Nîmes Métropole, on a à peu près 1500 caméras, et du coup, l'algorithme, le comptage, il peut se faire sur tout plein d'endroits euh, simultanément enfin, beaucoup d'endroits sont éligibles. Et, et voilà.
Puis il n'y a pas nécessité d'aller déplacer le compteur sur site. Je ne sais pas si ça répond très bien à la question. Si, je pense que du coup, il y avait un enjeu de votre côté, en fait, d'une infrastructure déjà existante de captage de flux Hmm. que vous avez du coup réutilisé pour cet usage. N'hésitez pas, Luc, si besoin de plus d'éclaircissement. Pour l'instant, il y a une question aussi de Nicolas Lejean. Quelle est la Oui. finalité, quelle finalité la direction du commerce fait-elle des données remontées uniquement Aujourd'hui, c'est statistiques aux des données monétisations? des données qui sont partagées avec les commerçants, qui sont partagées aussi avec les différents acteurs côté ville de Nîmes, mais elles ne sont pas monétisées. C'est pas un sujet aujourd'hui chez nous. Très clair. Il y avait aussi une question de Bertrand, peut-être que tu veux la poser Oui, en live. je peux la poser. En fait, c'est hyper intéressant d'avoir des données qui sont enrichies toujours d'un côté aussi en empreinte carbone, de réutiliser des capteurs existants autour de la vidéosurveillance. Donc ça, c'est vidéoprotection, pardon, pour être précis. Donc ça, c'est pas mal. Sur le taux de fréquentation, qui peut justement servir aux différents commerçants, est-ce qu'il y a des projets aussi qui sont peut-être dans les cartons d'aller chercher des données autres que ceux issus de ces capteurs-là? Pour les cruncher éventuellement des données qui viennent soit de données de la météo, des données enfin, autour d'autres systèmes d'information qui sont présents sur Nîmes, et pour essayer éventuellement après l'étape d'après de prendre ces données et de pouvoir anticiper peut-être en fonction des cycles de la ville, de certains taux de fréquentation ou autres. Est-ce que c'est déjà là ou est-ce que c'est encore Il y a l'Office du tourisme de la ville qui accède à des données, donc elle paye pour accéder à des données de fréquentation. Il y a des discussions aujourd'hui entre la ville et l'Office du tourisme pour pouvoir la partager et enrichir les données déjà existantes. Est-ce que peut-être côté peut-être Anaïs ou Quentin, vous avez des exemples de ce type d'usage où justement on rattache plusieurs flux d'informations ou, Je peux apporter une Anaïs, précision. oui, Ah, pardon. pardon. Encore une fois. Tu voulais intervenir, Quentin? Vas-y, Anaïs, je t'en prie, je parlerai après. Alors, c'est peut-être pour aller encore au-delà, mais enfin, quand on parle de croisement de données, il y a aussi enfin, sur le fait de gérer de la plateforme de données plus généralement, comment dire, on voit énormément d'usages possibles. Et notamment un autre exemple qu'on a imaginé et mis en œuvre, notamment en phase POC pour un client, c'est le fait de pouvoir croiser de la donnée qui remonte par exemple des open data avec de la télégestion, par exemple de l'éclairage public, typiquement, la remontée d'informations sur des trains qui sont en retard, ben, on va pouvoir peut-être réajuster la consigne de l'éclairage public pour pouvoir sécuriser la zone d'une gare aux abords. Donc, je vais encore au-delà, mais je veux dire, c'est vraiment dans le lien de toujours se dire, partir d'un besoin et de se dire, bah, quelles sont toutes les sources qu'on a à disposition. Ces sources, elles peuvent être de l'IA, des capteurs sur place, ça peut être de la donnée, de l'open data qui sont transmises. Et après, c'est pour répondre à ce besoin-là, comment on va être finalement un petit peu chef d'orchestre pour fiabiliser finalement le résultat et le cas d'usage derrière. Merci. Je ne sais pas si Quentin, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais illustrer avec une initiative qu'on a chez Wintix. Alors chez Wintix, on ne fait pas de prédiction dans le sens prévoir le futur. En revanche, on fait avec notre logiciel d'analyse vidéo, on fait énormément d'analyse de fréquentation, donc piétonnes, cyclistes, automobiles. Et dans le cadre des comptages piétons et des comptages vélos, on met en regard les conditions météo qui étaient mentionnées par Bertrand avec la fréquentation cyclable, ce qui permet en un coup d'œil de voir que si vous avez une forte baisse de votre fréquentation cyclable, en fait, si vous voyez que c'est un jour où il a fait 0 degré et qu'il y a eu beaucoup de pluie, ça explique assez facilement.
cette baisse de la fréquentation. Alors, on ne va pas dans le prédictif, en tout cas pas encore, mais déjà on essaie de croiser les données intelligemment pour qu'elles soient de plus en plus qualifiées et de plus en plus facilement exploitables. En tant que cycliste, je compatis avec cette analyse. On a une question anonyme qui est plutôt dirigée vers la métropole de Nîmes, je pense. Est-ce que vous envisagez l'utilisation des données venant des caméras pour faciliter les processus de gestion, exploitation, maintenance au niveau de la voirie ou des bâtiments? Pas à ce jour, c'est pas un sujet actuellement. Et ça pourrait le devenir, je sais, à voir. Oui, parce que comme vous l'avez expliqué dans l'intervention, vous partez des besoins exprimés des différentes directions. Donc là, vous Mm. faites partie de la direction du commerce, si je ne me trompe pas. Donc, Oui, il faudrait que ce soit les services concernés qui formulent cet objectif. oui. Il y a une question que tu as passée, Astrid, aussi, Ah, et à laquelle je veux bien répondre pour en rater aucune. je t'en prie. Pareil, personne anonyme, utilisez-vous les données des caméras pour renforcer le niveau de sûreté, sécurité des biens et des personnes? Euh, donc là-dessus, il faut préciser que tout ce qu'on fait, ça s'inscrit dans un cadre juridique et réglementaire assez strict. En l'occurrence, Anaïs l'a mentionné, mais en ce moment, il y a, il y a une loi JO qui encadre l'utilisation de l'IA, notamment de l'IA vidéo, sur les sujets de sûreté et sécurité, et qui autorise à titre expérimental l'utilisation de l'IA pour renforcer la sûreté et la sécurité dans le cadre des grands événements sportifs et culturels. Et en l'occurrence, nous, avec notre logiciel, on travaille avec des collectivités, avec la RATP, avec la SNCF pour la détection automatique, dans ce cadre-là de la loi JO, de certaines situations dangereuses ou anormales, comme des départs de feu, des mouvements de foule, des intrusions de véhicules ou de personnes dans des zones interdites, des personnes qui chutent, et ainsi de suite. Donc il y a des applications potentielles, mais c'est un sujet sur lequel les choses sont très encadrées. Très bien. Merci. Une question de Luc Deriano sur l'utilisation des caméras pour faciliter l'entretien des parcs et des jardins, notamment de l'arrosage. Est-ce que c'est une piste? Est-ce que l'un de vous trois a déjà été en contact avec ce cas d'usage? Pas du tout. Et pas de... C'est la première fois que j'en entends parler. Peut-être Quentin ou Anaïs? Alors, sur l'entretien des parcs et jardins, au niveau de l'arrosage, pour ma part, c'est pas mon domaine. Maintenant, Quentin, peut-être que tout peut s'apprendre. Nous, on fait de l'analyse de fréquentation dans certains parcs, mais je pense qu'il n'y a pas de finalité liée à l'arrosage. Très bien. Eh bien, peut-être d'autres interlocuteurs, puisque le monde de l'IA est riche. On a une question sur peut-on envisager des logiques de service à la population en temps réel, comme détecter des places de stationnement libres sur la voirie grâce à Wintix et descendre l'information sur une appli mobile de relations citoyennes? Complètement. C'est un des usages très, très intéressants justement de l'application d'IA sur le territoire des collectivités, de pouvoir faire redescendre l'information donc jusqu'aux citoyens. Cette information qui est liée à la disponibilité des places de stationnement, bah, elle peut être concaténée dans des tableaux de bord qui sont aussi à destination des élus, mais l'intérêt, c'est de aussi pouvoir amener plus de services et de faire transiter cette information au moyen d'applications citoyennes, c'est judicieusement ciblé pour pouvoir orienter au mieux et puis aussi fluidifier le trafic au sein de la collectivité. J'aimerais bien compléter la réponse. On a essayé donc effectivement ces algorithmes qui fonctionnent bien. Par contre, pour amener un peu de nuance aussi sur la solution miracle d'utiliser les caméras de voie publique, on a des caméras qui sont implantées dans un cadre de sûreté et pas forcément bien implantées pour surveiller, enfin pour avoir une bonne vision sur les parkings. Aujourd'hui, nous, sur le parc, on a très peu de caméras qui pourraient répondre à ce cas d'usage, qui sont implantées de bonne manière. Ce serait plutôt sur des caméras spécifiques, spécifiques. Et puis, voilà. C'est moins vrai sur d'autres cas d'usage, mais
On le retrouve également quand on fait du comptage piéton. C'est vrai que quand on compte, on est mieux avec plus de hauteur, alors que quand on fait la sûreté, de la vidéoprotection, on est, on est mieux plus bas pour éviter de voir, pour mieux voir les visages. Donc c'est quand même à prendre en compte. Et toutes les caméras, même bien positionnées sur le territoire, elles sont pas forcément bien implantées pour tous les cas d'usage. C'est important de le noter. Très clair. Est-ce que Quentin, tu voulais compléter la réponse à cette question-là sur la détection de places libres de stationnement et l'utilisation de ces données-là pour une application citoyen? Oui, pas spécialement sur Wintix, mais d'une façon générale, c'est intéressant cette question parce qu'on voit que l'IA est une discipline qui est très transverse, qui peut répondre à plein de sujets et même des techniques d'intelligence artificielle pour répondre à un même problème. Il peut y en avoir plusieurs. On peut le faire par analyse vidéo, on peut le faire en faisant de l'analyse de séries temporelles, en connaissant historiquement depuis 3 ans l'occupation des places. Et du coup, on peut potentiellement prédire quand est-ce qu'il y en a une qui va se libérer, quels sont les quartiers sur lesquels un automobiliste il va maximiser sa chance de trouver une place. Ça peut se faire par de la remontée aussi d'informations des usagers, des citoyens. Il y a plein de... L'IA, c'est à la convergence de plein de technologies. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est aussi potentiellement complexe, qu'il faut bien s'entourer. Mais oui, chez nous, on le fait, mais il y a d'autres sociétés, d'autres initiatives qui le font aussi avec d'autres technologies. Très bien. Peut-être que j'ai une question à qui le veut de vous trois sur la communication auprès des citoyens. Peut-être Quentin, c'est un sujet auquel tu es confronté avec les JO actuellement. Comment vous adressez cette question de l'explication et de la pédagogie justement autour de l'IA aujourd'hui? Je peux apporter ma vision d'éditeur. Après, je pense que chacun a un rôle à jouer sur cet enjeu de communication et de pédagogie. Et en réalité, l'organisation qui est en première ligne sur ces sujets, c'est toujours la collectivité. Parce que les administrés, ils vont naturellement se tourner vers la collectivité et ils vont pas se tourner vers l'éditeur de la solution d'intelligence artificielle. Donc là-dessus, il faut être pour la collectivité bien conscient du fonctionnement de l'outil, avoir bien défini ses finalités pour être capable de répondre et d'apporter de la pédagogie à tout le monde. Anaïs l'a cité tout à l'heure, hein, mais il faut que l'utilisateur comprenne bien la technologie, il faut que les citoyens comprennent bien la technologie, il faut que les élus comprennent bien la technologie pour savoir quelles sont ses implications, quels sont ses atouts, éventuellement quels sont ses axes de progression. Ensuite, d'un point de vue un peu plus personnel, et ce qu'on fait chez Wintix, c'est que nous, on répond systématiquement aux sollicitations qui nous invitent à venir parler de notre logiciel et de son fonctionnement. Parce que l'IA, parfois, ça fait un peu peur. On a le sentiment que c'est une boîte noire, alors que derrière les algorithmes d'intelligence artificielle, je l'ai cité tout à l'heure, c'est des personnes, hein, c'est des codeurs informatiques qui codent un logiciel, et on peut expliquer étape par étape ce que fait ce logiciel, d'où viennent les données, où est-ce qu'elles vont ensuite, quelles sont les données conservées, quelles sont celles qui ne sont pas conservées. Donc, en effet, il y a un très gros enjeu de communication là-dessus. Et les vecteurs de communication peuvent être multiples, hein. Si on prend le cas d'une collectivité, ça peut être dans la presse locale, ça peut être via des QR codes qui sont positionnés dans l'espace public, ça peut être sur le site internet de la collectivité. Mais c'est important, je pense, de communiquer sur cette technologie. Très clair. Je pense qu'on a une dernière question anonyme pour Michael. Je vois que tu es en train de taper, mais peut-être qu'on peut Ah, répondre à l'oral. Sur la solution on-premise, le coût de cette installation ou peut-être les arbitrages que vous avez fait à ce sujet-là, le coût de fonctionnement, de maintenance et est-ce que vous avez adressé la question impact carbone? Et il me semble que Quentin, tu auras peut-être des éléments là-dessus aussi. Et après, je propose de conclure puisque on a bien rempli notre temps. on a deux types de dépenses pour un tel projet. Bon, il y a l'acquisition des licences auprès d'éditeurs et l'acquisition des serveurs qui sont pas des serveurs très courants avec des cartes graphiques bien spécifiques. Et ensuite, pour la maintenance, c'est la même chose. On a des coûts de maintenance liés aux licences et liés
liées au serveur. Pour l'empreinte carbone, aujourd'hui, on a une démarche à venir, mais on n'a pas évalué sur ce projet. Merci. Est-ce que justement, Quentin ou Anaïs, vous avez d'autres éléments sur cette question à la fois des coûts pour les collectivités et sur l'impact carbone des projets? Euh, Pas simple comme question. Sur le coût, bah, ah, la question, elle était générale ou plutôt adaptée parce que pour moi, c'était plutôt une question orientée. Oui, c'était une question qui était adressée à Michael, mais il me semblait que peut-être Quentin, que vous avez fait des analyses côté Wintix sur la question de la frugalité, justement, de l'impact carbone de vos solutions. Ouais, on est bah, l'IA en fonction, enfin un programme d'intelligence artificielle en fonction de comment il est codé, il peut être plus ou moins consommateur en ressources informatiques et énergétiques. Nous, ça fait partie de notre ADN de développer des solutions qui ont un impact historiquement positif sur la gestion des flux de mobilité, la promotion des transports en commun, la promotion des mobilités actives. Donc l'objectif n'est pas de tuer tous les effets positifs de ces initiatives par des consommations énergétiques qui seraient démesurées. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, euh, un petit serveur qui analyse le flux d'une caméra, donc d'une seule, ça consomme 12 watts, ce qui est très faible, hein. Je ne sais pas comment vous êtes éclairés chacun dans vos bureaux, mais c'est probablement moins que l'ampoule qui est au-dessus de vous. Donc, ça, c'est pour quantifier un peu la consommation énergétique d'une telle solution une fois qu'elle est donc déployée dans une collectivité. Et après, si on veut aborder l'aspect coût d'une façon générale dans le cadre d'un projet, et qu'on regarde l'IA notamment associé à un dispositif de vidéoprotection, tout va dépendre de l'objectif fixé. Si on veut faire du monitoring de stationnement, et que la caméra n'est pas encore existante et qu'on veut l'installer, et bah, potentiellement, en termes de coût, ça peut peut-être revenir moins cher d'avoir une caméra qui intègre un algorithme d'IA nativement. Et pour des solutions de comptage, justement, ou du monitoring de stationnement sur des caméras existantes qui sont bien positionnées, de plutôt opter pour une solution d'analyse d'image avec des licences flottantes qui permettent, donc flottantes pour le côté comptage, qui permettent de justement utiliser l'IA au moment où on en a besoin, là où on en a besoin. Donc après, c'est une composition en fait, et c'est le rôle que nous on a aussi auprès de nos clients en tant qu'intégrateurs, c'est de pouvoir partir du besoin, d'étudier la faisabilité, d'essayer de capitaliser sur bah, l'existant principalement, de rester aussi dans une notion de proportionnalité vis-à-vis aussi du RGPD. Qu'est-ce qu'on met comme solution en place pour répondre à ce besoin identifié? Et après, c'est souvent une composition entre des solutions qui s'appliquent sur de l'existant, une composition sur peut-être du déploiement de capteurs, ça peut être aussi des objets connectés en fonction du besoin identifié. Et finalement, la composition de tout ça permet de répondre et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, puisqu'on aura mis en place des indicateurs qui permettent d'évaluer si les objectifs sont bien atteints. Très Et clair. je voudrais ajouter une chose aussi. Wintix ne vend pas directement à des collectivités, donc c'est pas moi qui communique sur les prix, mais je peux quand même vous indiquer qu'on travaille avec des villes dans lesquelles il y a 5000 habitants et on travaille avec des villes dans lesquelles, enfin avec une ville dans laquelle il y a 2 millions d'habitants et au milieu, il y a toutes les tailles de communes qui travaillent avec notre logiciel. Et donc ça vous montre que c'est à la portée de différents types de collectivités, différents types de budgets, ce type d'initiative. Claire, merci beaucoup. Ah, peut-être une dernière question et après on va vraiment terminer pour ne pas retenir tout le monde plus longtemps. Il y a une question sur, peut-être que c'est plutôt pour Quentin, mais à voir sur les faux positifs. Est-ce qu'il y a une évolution par apprentissage sur l'abaissement des faux positifs? Est-ce qu'il y a des scénarios non prévus qui s'ajoutent au fil de l'eau? Michael, tu veux répondre ou je réponds?
Euh, vas-y. Enfin, oui, oui, vas-y. Donc pour tout le monde, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme, les faux positifs. Faux positifs, c'est des mauvaises conclusions qui pourraient être émises par un programme d'intelligence artificielle. Donc par exemple, un mauvais comptage d'un vélo ou un mauvais comptage d'une personne. Les faux positifs, ça existe parce que l'intelligence artificielle, c'est pas infaillible et une précision de 100%, quelle que soit la technologie utilisée, ça n'existe pas. Se prononcer sur des taux de faux positifs, c'est assez compliqué parce que ça dépend des applications. Moi, je peux juste vous dire que quand on fait du comptage, notre système il a été audité par différents organismes, notamment le CRMA, et on a eu 97,1% de précision sur le comptage. Est-ce qu'on fait de l'apprentissage pour baisser ce niveau de faux positifs? On le fait dans nos laboratoires sur la base de données qui sont des données que nous, on achète ou qu'on exploite via des bases de données de recherche. En revanche, on ne fait jamais d'apprentissage sur la base des données de la collectivité parce que, comme Michael l'a mentionné tout à l'heure, nous, on n'a pas accès à ces données. On n'a pas le droit, on n'y a pas accès et tout est installé dans le réseau local fermé de l'utilisateur. Donc, si jamais on a une amélioration de notre solution avec une solution de détection qui est meilleure, qui est développée chez nous, bah là, on propose une mise à jour du logiciel, mais l'entraînement ne se fait jamais sur les données de la collectivité. Et pour compléter également, il y a des faux positifs liés à l'algorithme. Donc, effectivement, ça peut arriver. Il y a aussi par rapport je le redis, c'est par rapport à l'implantation de la caméra. La caméra, elle est installée dans un contexte. Si on a un bus qui masque le passage de vélos derrière, on ne comptera jamais les vélos. Si l'œil humain ne les voit pas, l'algorithme, il ne les comptera pas non plus. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces retours terrain sur l'implémentation et les usages de l'IA. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je suis sûre, et beaucoup de développements qui vont apparaître dans l'année, que ce soit sur les questions de frugalité, les questions de maîtrise des solutions, les questions de cas d'usage qui prennent en maturité. Mais on vous remercie en tout cas d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Et je laisse peut-être le mot de la fin à Bertrand Blaise. Merci d'abord Quentin, Anaïs et Michael, et bien sûr à toutes les personnes dans le chat et dans la salle. Bah, déjà, d'une part encore, je ne vais pas paraphraser ce que tu dis, mais merci pour cet éclairage sur des cas concrets de retour sur la partie IA. Ce que je retiens, moi, c'est qu'en fait, on est quand même sur des technologies qui viennent de plus en plus matures. On est quand même très, très encadré aussi dans le contexte français. C'est-à-dire que c'est toujours le sujet, en fait, de ce qu'on peut avoir sur des sujets de Big Brother, de plein de choses et autres. Même si dans le cas des JO, pour ceux qui ont travaillé sur le sujet, c'est quand même hyper restreint. Donc, on est quand même sur des choses qui sont plutôt dans le sens de faciliter l'exploitation et faciliter le fonctionnement des collectivités sans être intrusif dans le côté sécuritaire des choses. Ça, c'est hyper important. Là, les cas d'usage que l'on voit s'inscrivent vraiment dans ce cadre-là. Euh, il y a plein de choses à faire. Et l'autre sujet que je retiendrai de ce webinaire, c'est le côté scalable, où effectivement, avant, c'était peut-être des technologies qui étaient plutôt sur des grosses collectivités ou des grosses agglos et qui deviennent de plus en plus maintenant du fait aussi de l'évolution des technologies et la réduction et l'entraînement des algorithmes, aussi accessibles à des petits territoires, enfin, quand je dis petits territoires, à des territoires plus petits, en fait, on va dire plutôt dans ce sens-là, qui ont les mêmes problématiques et les mêmes besoins, qui étaient peut-être un peu mis sur le bas-côté, en fait, de l'accès à ces technos il y a quelques temps. Voilà. Merci à tous en tout cas pour ces éclairages et vivement le prochain webinaire. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.